j'ai fait une grande parenthèse. Attends, pourquoi? C'était la question sur les freins. Mais donc, tu Ouais. as répondu. C'est que, en fait, pour toi, enfin, si je comprends bien, tout est une question d'état d'esprit, quoi. Tout est une question de perception. Donc, il y a des freins, c'est sûr. Mais en tout cas, ton plus grand frein peut se transformer en plus grande opportunité. Ça, c'est magnifique. Je dirais que pour moi, le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore, il a plusieurs noms, mais un des noms qui est le plus. Enfin, qui, est, qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance apprise. C'est-à-dire, c'est cette idée. Tu as peut-être déjà entendu parler de la métaphore de l'éléphant. Ça me dit rien. Ok. Donc, c'est l'idée que quand l'éléphant il est tout petit, on va l'enchaîner à un poteau. À cette époque-là, la chaîne, c'est une petite chaîne qui est suffisamment solide pour que quand il essaye de se débattre, il puisse pas casser la chaîne. Et donc, lui, il va apprendre avec le temps que ça sert à rien qu'il essaye de s'enfuir et de casser la chaîne. Il va faire, je sais pas combien ça fait, 2 tonnes étant adulte, et il va suffire de l'accrocher avec une chaîne qui est même pas accrochée à un poteau, et qui du coup, il va jamais essayer de se débattre. Et ça s'appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie que telle chose était impossible. Et en fait, l'être humain, il vit exactement la même chose, c'est-à-dire que si, moi par exemple, mon père qui a été abandonné par ses parents, il m'a répété, voilà, peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça, vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise en tant qu'être humain, tu l'apprends de deux manières. Tu l'apprends soit par la répétition de phrases familiales, religieuses ou culturelles. Bah, typiquement, bah tiens, dans le sujet sur les femmes, fascinante comme étude aussi, là ça montre vraiment le pouvoir des stéréotypes. Ils prennent des hommes, femmes, couleur de peau, etc. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. 2 groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant en répondant sur qui ils sont. Et donc c'est hommes, femmes, blancs, hispaniques, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'ils sont une femme, qu'elles sont une femme ou de couleur de peau, influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur et des femmes qui, peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler t'es une femme, t'es de couleur de peau ou t'es une femme de couleur de peau, aucun stéréotype les impacte. On pourrait revenir derrière, pourquoi? Mais donc du coup, voilà, ça c'est l'impuissance apprise, c'est j'ai appris que j'étais pas capable de telle chose et le vrai problème, c'est que ça va même pas faire que je vais pas oser, ça va faire que je vais même pas l'envisager. C'est-à-dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans, bah, qu'est-ce que tu rêves, elle va pas te dire docteur. Pas parce qu'elle y croit pas, parce que c'est même pas dans son spectre de c'est possible, tu vois. Donc ça, c'est peut-être la plus grande source de limites et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'1 million et qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait les millionnaires, c'est des gros cons, c'est des enculés, ils escroquent les gens. Mentalement, il sait que c'est pas vrai. Mais là, il a appris profondément dans son subconscient que être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Ça prend plein de formes. La forme de moi qui ne vais pas oser m'exposer parce que c'est dangereux. La personne, la sœur aînée qui n'ose pas réussir parce qu'elle ne veut pas faire de l'ombre à sa sœur parce que sa mère ou son père ou sa famille ont répété « Écoute, laisse de la place à ta sœur ». Ou voir un jour arriver avec des bonnes notes ou a réussi quelque chose et tu fais souffrir ta sœur. Et cette phrase peut faire que très profondément, l'enfant a appris, et du coup l'adulte, comme l'éléphant, il ne faut pas que je fasse telle chose. Bah, là, je suis obligée de t'interrompre parce que je pense qu'il y a des personnes qui peut-être se posent la même question que moi. Ça paraît très abstrait en fait. Tu vois, moi, tout de suite, je me dis, mais comment ça, l'entrepreneur qui stagne en dessous d'1 million, le mec est peut-être arrivé à 990 000, enfin, comment ça, parce qu'on lui a répété que les millionnaires, c'était des connards, il va pas poursuivre la même stratégie qui a été gagnante jusqu'ici jusqu'à dépasser 1,5 million, tu vois. Est-ce que c'est vraiment comme
une programmation mentale, tu vois? Est-ce que c'est vraiment, en fait, il va s'auto-saboter parce qu'il croit tellement ça que ça devient réalité? Parce que moi, je me dis, en vrai, même si on lui répétait ça, même Non, mais si je vais il a... te montrer comment ça va se passer. Vas-y, parce que vraiment, je me dis, mais Eh c'est ben, pas possible, déjà, le mec, regarde, pour le coup, regarde. s'il a une Non, bonne non. stratégie, ça va Ouais, payer, quoi. mais il va pas la faire. Parce que c'est-à-dire que la bonne stratégie, par exemple, si tu veux être millionnaire, déjà, un des ingrédients, c'est de t'entourer de millionnaires. Si les millionnaires, c'est des gros cons, bah tu t'entoures pas de millionnaires. Donc déjà, juste là-dessus, ça va avoir un impact. Tu ne lis pas des bouquins écrits par des millionnaires. Enfin, il y a plein de choses que tu ne vas... C'est pas juste un truc mental et magiquement, ça se passe pas. C'est qu'il y a plein de choses que tu vas pas faire dans la stratégie qui font que tu en arriverais là. Si tu prends le vivons caché, vivons heureux, bon là, c'est très simple. Tu ne vas pas publier ta vidéo. Tu ne vas pas t'exposer. Ou alors, tu vas le faire un peu de manière insouciante. Ta famille va arriver, te faire des petites remarques, des petites blagues. Ah bah, du coup, je vois que ça se la pète. Mais si ça, c'est une blessure profonde et que tu as un corps, et c'est normal, c'est la peur la plus ancestrale et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain. La plus grande. C'est pas la peur de l'avion, c'est pas la peur de la plus grande de l'être humain. C'est être éjecté du cercle social. Pourquoi? Parce que, alors on dit l'inconnu, mais c'est pas l'inconnu la plus grande peur. Parce que l'inconnu, l'homme préhistorique, il le vivait et il a réussi à la gérer. Par contre, tu es en préhistoire, tu es éjecté de ton cercle, tu meurs. L'être humain, depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Le truc, c'est qu'à la préhistoire, si on t'éjecte, arriver à sonner, à frapper sur le rocher de la tribu qui est à 20 km et dire « Hey, je me suis fait éjecter, je peux venir ?» T'es pas, tu vois, il n'y a pas les droits de l'homme et bienvenue, allez, on t'accueille. Non, t'es mort. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, bah, ils ont fait combien de jobs? Généralement, maximum un. Ils ont eu combien de couples différents? Souvent un. Les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc ça veut dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération, c'est différent. C'est-à-dire que même si ta famille, elle ne comprend pas ton rêve, si tes amis ne comprennent pas ton rêve, même si ta ville ne comprend pas ton rêve, même si ton pays ne comprend pas ton rêve. Moi, il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux États-Unis, franchement, c'était une guérison. C'est-à-dire que je suis passé de France à dire je veux faire du coaching et les gens, ah, c'est quoi ce truc bizarre? Ah oui, tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie. Aux États-Unis, je me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchirer. J'ai eu des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, à la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Et ce qui est même encore plus beau que l'exemple que je viens de prendre avec l'avion, qui pourrait créer une limite mentale de oui, mais moi, je ne peux pas voyager, ce qui, quand même, si tu es en Occident, parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent je ne peux pas voyager, je les vois un iPhone à la main, c'est souvent une question de priorité. Même s'il y a des cas où, effectivement, tu ne peux pas. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur des forums, et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme, qui aiment l'entrepreneuriat. Et un des plus grands facteurs prédictibles que tu bascules pour casser l'impuissance apprise, c'est qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme, elle peut être docteur, et tu lui fais passer 3 ans avec des femmes qui doutaient qu'elles pouvaient et qui sont devenues docteurs, franchement, il va se passer que 2 phénomènes. Hein. Soit c'est trop dur pour elle à digérer, et elle va d'elle-même sortir du groupe, ou alors, tranquillement, hop, elle va se dire, mais en fait, c'est possible. Elle va commencer à s'imaginer qu'un jour, elle est docteur. Ça, c'est déjà bon signe quand elle commence à se voir, pour revenir sur l'exemple de Jim Carrey. Putain, je peux être docteur un jour. Et puis, elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies et ça plus le réseau, et ça va se faire. Mais ouais, la plus grosse source d'autosabotage, c'est qui tu côtoies. Et du coup, indirectement, auprès de qui tu te nourris aussi. Qui tu lis, qui tu regardes à la télé. Qui t'écoute en podcast. Exactement, qui t'écoute en podcast. C'est pour ça que
Je disais que de mes 18 à 25, j'étais obsessionnel là-dessus parce que mon environnement, il croyait pas. Et j'avais besoin d'écouter des gens qui me disaient. Il y a eu plein de fois où tu vois, j'ai eu beaucoup douté. Et j'écoutais. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui est chercheur, spécialiste dans beaucoup de la science, la médecine, la spiritualité, la religion. Il est vraiment incroyable. Il accompagne des prisons. Il s'appelle Dr. John DeMartini. Et plein de fois, j'étais dans des phases de doute. Et j'écoutais un moment où il raconte que c'est au tout début de sa carrière, enfin de son parcours même, où il doute de lui et il se fait la promesse d'aller vivre une vie extraordinaire. Et tu vois, ces 3 minutes, je me le suis coupé. J'ai dû l'écouter 300 fois. Et rien que de te le redire, tu vois, je sens que ça me retouche. Parce que je me suis fait cette promesse à mes 15 ans, je vais vivre une vie extraordinaire. Mais si tu es seul à y croire et que tu n'as que des amis autour de toi qui sont pas méchants, hein, mais doutent de toi et souvent doutent d'eux-mêmes, hein, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est rare des gens qui croient en eux, en eux-mêmes, et qui croient pas en toi. C'est très rare. C'est assez d'ailleurs drôle parce que les gens qui ont fait les trucs les plus dingues sont souvent ceux qui ont le plus cru en moi. Et à l'inverse, c'est souvent ceux qui se bougent pas trop, qui disent mais c'est quoi ce rêve? Pour qui tu te prends à rêver ça? Donc ouais, la plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées. Et les personnes qui t'entourent. Alors paradoxalement, oui et non. En fait, c'est les oui, c'est les personnes qui t'entourent C'est ton jusqu'à temps. environnement, quoi. C'est ton environnement en tout cas. Mais j'ai dit oui et non parce que. Mais bon, là, je repartirai sur d'autres études. En fait, c'est ton environnement, oui, mais encore plus important que ton environnement, c'est comment tu perçois ton environnement. C'est-à-dire que pour reprendre mon exemple avec la femme qui serait au milieu de femmes docteurs, Mm. c'est aussi comment tu vas regarder ces femmes-là. Parce que, effectivement, il va y avoir de cas de personnes, tu leur mets le bon environnement, mais vont pas regarder les choses sous un angle qui va leur permettre de se transformer. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens où tu leur donnes un environnement qui semble pas propice, mais vont prendre chez chaque personne quelque chose d'inspirant. Tu vois, un exercice qui m'a beaucoup aidé entre mes 18 et 22 ans, c'est de lister toutes les personnes de ma famille et de leur trouver en quoi ils sont incroyables. Et tu vois, mettre ma grand-mère et me dire où est-ce que je peux apprendre de ma grand-mère. Et ça, c'est aussi un exercice d'environnement. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme dans les X-Men, tu as une nana qui peut prendre le pouvoir des autres. Si tu regardes où est-ce que les gens sont des génies, c'est peut-être pas aussi fort que si tu t'entoures de gens qui font exactement ce que tu voudrais faire, mais tu vas quand même apprendre plus vite. Tu vois, mon grand-père, qui est décédé aujourd'hui, il était beaucoup critiqué par ma famille. Mais quand j'ai fait l'exercice de me dire où est-ce que mon grand-père, il est vraiment inspirant, eh ben oui, il n'était pas le meilleur au niveau familial, pas le plus valorisant, et encore, ça dépend comment tu le vois. Et moi, je l'ai vu valorisant. Mais il était agriculteur et il était incroyable au niveau business pour son époque et pour de là où il part, c'est-à-dire de rien. Et lui demander, tiens, raconte-moi comment tu vendais ton grain et comment tu as fait quand il y avait eu, par exemple, la sécheresse ou une tempête. Et en fait, j'ai appris plein de choses de sa psychologie euh, alors que je me disais, ah, j'ai personne autour de moi qui est inspirant. Et j'ai grandi à côté de mon grand-père, mais je n'avais pas le prisme pour le voir non plus. Donc ça, c'est un exercice que je conseille, parce que j'allais te demander aussi, quand tu as commencé, en fait, et que tu as découvert le coaching, parce que j'imagine que des personnes qui te regardent aujourd'hui, voilà, en effet, peuvent avoir ce discours de c'est facile, lui, bah, il a des connaissances, il a du réseau, voilà, mais tu as commencé tout seul dans ta chambre. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé au début? Je dirais, tu vois, qu'est-ce qui a été en fait le plus transformateur pour toi, tout simplement? Même si ça a été un travail de long terme, j'imagine, est-ce qu'il y a, t'arrives à identifier genre trois habitudes, trois choses que tu as découvertes qui t'ont vraiment aidé à te débarrasser, tu vois, de l'ancien David qui croyait pas en lui au David qui est prêt à conquérir le monde? Alors, je me suis pas débarrassé du David qui croit pas en moi. T'imagines pas le nombre de fois où je doute de moi encore. Et en fait, peu importe ce que les gens te montrent comme masque, mon métier il est fascinant parce que moi j'ai la télé-réalité de personnes qu'on voit pas en télé-réalité. Et donc, du coup, ils me confient leur vie. T'imagines pas le nombre de gens où tu te dirais,
Non, mais lui ou elle, il a tout le temps confiance. Tu vois, même cette semaine, on a vu des gens que tu vois à la télé, tu as l'impression que c'est des machines de guerre de confiance. Ils le sont, c'est vrai, hein. Mais il y a l'autre côté que tu vois pas. Donc déjà, ça n'existe pas un être humain qui n'a pas de doute et, euh, et qui a pas parfois peur. Tu vois, si t'as jamais peur, c'est que tu vises pas assez grand. Tu vois, c'est normal d'avoir peur. Donc je ne me suis pas débarrassé de ce David-là. Il est encore très présent. Simplement, je l'ai apprivoisé. J'ai j'ai appris. Tu vois, c'est un peu comme un enfant. Une maman qui a son deuxième ou troisième enfant. Quand son deuxième enfant ou troisième enfant il fait une crise, tu vois qu'elle est habituée parce que le premier enfant, souvent la maman ou le papa, hein, mais la maman, elle va vivre les émotions avec l'enfant. Tu vois, l'enfant, il est content, la maman est contente. Et en fait, tu te rends compte qu'avec l'expérience, la maman, elle est beaucoup moins volatile dans ses émotions. Et c'est un peu. Moi, je connais le truc, tu vois. Et du coup, elle peut aimer son enfant qui fait sa crise, mais. Alors, c'est métaphorique, hein. Il y a des mamans qui vont l'être dès le premier enfant et des mamans qui, au troisième enfant, c'est moins le cas. Mais ce que je veux illustrer, c'est que l'enfant peut toujours avoir autant d'émotions, pour autant la maman peut être présente, le regarder et dire bon, il est fatigué, il a pas mangé, il fait sa crise, ça va passer. Et c'est un peu pareil. Bah moi, je vais me dire ah bah tiens, je suis en mode bébé là maintenant tout de suite, enfin pas tout de suite maintenant, mais je vais me parler et me dire ok là t'es pareil, t'es fatigué, t'as beaucoup bossé, t'es stressé et bah t'as pas des pensées qui sont incroyables et c'est ok. Et l'exercice c'est pas que ça s'arrête, l'exercice c'est que j'arrive à m'aimer dans ce David qui correspond pas au cliché de la société. Et si j'arrive à m'aimer, ben c'est exactement comme cet enfant où je vais être à côté de lui, être présent, et il sent ma présence et il va se calmer en fait. Mais si je lui dis à cet enfant qui est pas bien, allez, il faut que tu sois positif, rigole, parce qu'en fait c'est ma pression que je lui mets sur lui, et ben ça va être pire. Mais si je suis présent avec moi et que je m'accueille, ce qui est un exercice hein, pour moi, hein. Moi je fantasmais la confiance, la performance, le charisme, etc. Mais m'aimer dans mes zones où je vais me trouver nul ou pas bon et me dire, écoute, eh ben, ça fait aussi partie de toi. Et ben, en fait, tu vois, c'est un peu comme une vague, elle va passer et je Mm. vais re-respirer. Donc, parenthèse, je suis pas toujours confiant et ça Mm. n'existe pas quelqu'un qui l'est. Et donc, faire attention aux profils qu'on voit sur les réseaux qui sont très très bons à montrer qu'un visage. Souvent, ça cache une extrême insécurité et une extrême peur de montrer leur vulnérabilité. Ils font pas forcément ça en mode manipulation, hein. C'est souvent des personnes qui ont une enfance dure et qui ont survécu et grandi et obtenu des choses en montrant Qu'ils étaient forts. qu'ils étaient forts, puissants. Et donc du coup, ben, encore une fois, c'est l'inverse de l'impuissance apprise, mais ils ont appris le meilleur moyen d'avoir une super vie, c'est de montrer que je suis infaillible. Mm. Donc, ça craque toujours un jour, mais ça c'est un autre sujet. Euh, Quelle était ta question? Ma question c'était ce qui t'a le plus transformé Ouais, au début. ce qui m'a le plus transformé, donc c'était. Bah déjà, ça c'en est un. D'apprendre à m'aimer Ouais. dans l'opposé de mon fantasme, encore une fois. Le deuxième, on en a beaucoup parlé, c'est de me nourrir de gens qui m'inspirent. Mm. Biographie, entourage, amis, etc. Euh, le troisième, ça a été de faire de mon quotidien, au moins enfin, mon idée, c'était de le faire tous les jours. J'ai pas réussi tous les jours, mais fais tous les jours quelque chose qui te challenge et qui t'approche de tes rêves. Et c'est pas une phrase qui vient de moi, mais je l'adore cette idée que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et ça, c'est un truc de dingue. On est dans une société où tu prends ton téléphone et tu as à manger avec Uber Eats en 20 minutes, tu as le Uber en 3 minutes, tu as Netflix en 15 secondes, tu envoies un WhatsApp à quelqu'un à l'autre bout de la planète en une centième de seconde. Et donc, pour le coup, c'est une forme d'impuissance apprise aussi. On est en train de se programmer avec les choses, si elles sont pas rapides, elles ont un problème. Et on aime bien montrer les success stories rapides, mais ça n'existe pas, hein, tu vois. Il n'y a pas de success story rapide. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un où en apparence ça réussit rapidement, bon, bah, tu as une enfance particulière avant. Tu as même des. Comment elle s'appelle? Christina Aguilera, tu vois, qu'on va voir, ah putain, 18 ans, ça a explosé. Non, mais à 12 ans, elle chante déjà comme une malade, elle bosse beaucoup plus que les autres en chant. Zuckerberg, on dit, ah, ça a explosé. Non, mais avant, il fait que des projets de type entrepreneur, mais si c'est pas forcément financier. Donc, le fait de faire des petits projets et des petites
expériences et d'essayer de monter le niveau tout le temps, ça t'amène à une vie que les gens, ils imaginent même pas. Vraiment, c'est-à-dire que le David de 15 ou 18, j'arrivais même pas à rêver de la vie que j'ai là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est plus grande que celle que j'imaginais, et ça s'est fait en faisant des choses comme lever la main en cours, contacter des Américains, essayer de les interviewer et finir l'interview, me sentir nul et ridicule parce que j'ai pas réussi à comprendre leur humour et qu'ils ont sorti plein de blagues que j'ai pas compris. Me lancer dans le défi de faire un one-man show et stresser à l'idée de le remplir, ne pas arriver à écrire mon spectacle, avoir ma chérie la veille du spectacle qui me dit il faut que tu fasses quelque chose, là tu as 380 personnes, et avoir un niveau de stress avant de monter sur scène qui est dingue. Mais chaque chose, en montant le truc, eh ben, tu te découvres. Donc ça, justement, les gens, ils prennent pas le bon rêve. 2, ils fantasment du trop rapide. 3, ils le font pour les mauvaises raisons et souvent prouver quelque chose. 4, ils font comme je te disais moi, de pas s'accepter dans la difficulté, dans le stress, dans l'inconfort et croire qu'ils doivent ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et quand tu fais ça, c'est sûr que tu ne donnes pas vraiment les ressources. Et la dernière chose qui est liée à tout ça, mais qui est plus technique, mais encore une fois, hein, il y a y croire et oser, c'est le premier chapitre. Et une fois que tu y crois, il y a réussir. Une des choses que j'adore et que je fais en permanence, sportif de haut niveau, entrepreneur aujourd'hui que j'accompagne, c'est... Alors encore une fois, hein, là ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans le mode je peux y arriver et j'y crois, à un minimum. Donc ça a été popularisé par Anders Ericsson, qui est un scientifique qui malheureusement est mort l'année dernière, qui a dédié toute sa vie à étudier les meilleurs pianistes, médecins, chirurgiens, sportifs, entraîneurs, entrepreneurs, infirmières, essayer de comprendre. Et surtout, ce qui est fascinant, c'était de comprendre comment des gens moyens deviennent le 0,0001%. Et il s'est rendu compte que dans leur manière d'apprendre, ils faisaient tous quelque chose que la moyenne des gens ne font pas. Typiquement, comment j'ai essayé d'apprendre l'anglais au début. Et comme la majorité des gens, tu as ce qu'on appelle une pratique ordinaire. Ça veut dire que tu t'exposes à ta pratique. Donc, tu parles anglais, tu écoutes de l'anglais. Et ça marche bien pour atteindre le stade de bon. Typiquement, tu veux être bon à l'oral, le simple fait de parler va te rendre meilleur. Est-ce que ça va te faire partie des 0,01%? Pas du tout. Tu veux apprendre à faire de la course à pied, tu cours tous les dimanches. Mais ce que montre Anders Ericsson, et il y a 100 scientifiques qui font partie des meilleurs sur la performance, elle montre, après, je ne sais plus combien, 3000 études qui ont été faites là-dessus, elle montre que de manière systématique, l'expertise est beaucoup plus un facteur de la manière de s'entraîner que de la génétique. Alors bien sûr, dans beaucoup de sports, si tu n'as pas les ingrédients de base génétiques, c'est mort. Moi, je ne pourrais jamais être basketteur pro. Mais une fois que tu as ces ingrédients-là, au sein de ce pool-là, c'est beaucoup plus comment tu vas t'entraîner qui va déterminer. Et typiquement, l'étude montre que les psychothérapeutes qui ont 30 ans d'expérience ne sont pas meilleurs que ceux qui ont 3 ans d'expérience. Pour le cancer du sein, par exemple, le cancer du sein, c'est très particulier. Il y a la médecine, ce qui est complexe, c'est que beaucoup de métiers en médecine, tu n'as pas un feedback immédiat. C'est-à-dire que tu fais une mammographie, on le montre je sais pas comment on appelle ça, un cancérologue. Ouais. Au cancérologue. Je fais un terme. C'est ça, hein. Ouais, on va dire cancérologue. On le montre au cancérologue et lui, il voit la mammographie, donc c'est une forme de radio. Et il va dire, à partir de ses connaissances et de ce qu'il voit, les probabilités qu'il y a un cancer du sein qui se développe. Le problème, c'est qu'il va avoir une réponse, un résultat, des fois 5 ans plus tard. Or, notre cerveau, pour apprendre, il a besoin d'un feedback qui est immédiat. Pourquoi les jeux vidéo, et même le jeu de manière générale, est une des meilleures méthodes d'apprentissage? C'est que dans un jeu vidéo, tu as au minimum 10 feedbacks par minute. C'est-à-dire qu'en fait, tu tires là, tu vois tout de suite,
ça n'a pas marché. Tu fais tel mouvement, tel geste, tu fais tel truc. Et donc, ton cerveau internalise immédiatement de la correction. C'est comme pour envoyer un missile à quelque part. Le missile, c'est pas tu pars là et tu corriges à mi-chemin. C'est qu'en fait, il fait que corriger. Typiquement, d'ailleurs, c'est la méthode qui s'appelle la pratique délibérée. Elle a été utilisée. Donc, il y a un film qui est connu avec Tom Cruise qui s'appelle Top Gun. Top Gun, en fait, c'est une école créée par l'armée américaine quand il y avait la guerre du Vietnam. En gros, donc, tu avais les F-14, pour ceux qui connaissent, contre les Mir russes, parce qu'en fait, c'était l'armée russe qui donnait des avions aux Vietnamiens. Et à l'époque, en gros, donc, l'armée américaine perd 9 contre 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Vietnamiens arrivent à abattre 10 avions américains, là où les Américains arrivent à en abattre que 9. Ils vont mettre en place cette pratique délibérée dans le cursus de formation des pilotes. Et en 4 ans, ils vont passer donc de 10 contre 9 à il y a un avion américain qui est abattu pour 10 avions vietnamiens qui sont abattus. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils sont passés de juste, on pratique l'aviation, ce qui est la majorité des écoles de formation. C'est-à-dire que tu n'as aucun feedback en fait. Dans la plupart des cursus de formation, que ce soit de haut niveau ou quoi, tu as très peu de feedback. Mais les ingrédients, si on simplifie la pratique délibérée, c'est quoi? C'est de dire, tu as besoin, au lieu de te focaliser sur la pratique en général, courir, parler en public, piloter un avion, tu vas te concentrer sur un sous-détail de ta pratique. Donc souvent, la première étape avec un sportif, c'est que je vais lui dire, ok, c'est quoi pour toi un sportif d'un meilleur niveau que toi? Donne-moi 8 paramètres, on fait une roue, tu vois, comme ça, on la découpe en 8 et on fait une carte visuelle où tu vois... Mind map? Non, c'est pas un mind map. En fait, tu fais un cercle, tu le découpes en 4, Ouais, tu ok, redécoupes un en 4. camembert un peu. Et après, tu mets de 1 à 10 et Ouais. tu vas avoir un graphe qui représente comment t'es sur 10 sur les 8 compétences. Ok. Enfin, sur les 8 caractéristiques. Et on va se focaliser là-dessus. Et là, ça change tout parce que au lieu de me dire j'essaye de devenir un meilleur pilote, je vais me dire j'essaye par exemple d'améliorer ma manière de faire tel virage. Et notre cerveau, il est fait pour apprendre avec un détail à la fois. Et l'autre chose qu'ils ont fait par exemple dans cette école Top Gun, c'est que donc déjà, ils filmaient ton vol à la fois en caméra plus en radar. On débriefait le vol juste après, et ça c'est hyper important parce que c'est comme pour l'éducation canine, le chien n'est pas capable d'apprendre. Si 3 ans plus tard tu vas voir ton chien, tu lui dis tu te rappelles, il y a 3 ans, tu as fait telle connerie, incapable. Le chien, ça fait partie des prérequis de l'éducation canine, c'est que tu dois le choper immédiatement. Et nous, on pense que parce qu'on a le néocortex qui est capable d'appréhender plus de choses complexes, qu'on apprend par le néocortex. Mais en fait, on est juste capable de structurer et transmettre par le néocortex. Mais l'apprentissage que va avoir un sportif de haut niveau ou quand toi, tu vas avoir une pratique, ça se joue dans l'inconscient. Donc, c'est beaucoup plus de l'ordre du réflexe. Et le réflexe, tu ne peux l'acquérir que si, au moment où tu fais quelque chose, je te corrige. Et donc, ça va être en sport, tiens, je te change, je t'ajuste ton mouvement. Ou alors, une autre manière d'avoir du feedback, c'est, par exemple, en tennis, je vais faire un coup droit, je me vois en vidéo, et juste derrière, on met Nadal, et je me compare moi et Nadal. Et après, je retape. Et je me dis, ah putain, il y a cette différence. Et là, mon cerveau, il est capable d'internaliser, pas intellectuellement, physiquement, la différence. Moi, comment ça m'a aidé? C'est que, au lieu de me dire, moi, je voulais progresser dans ma capacité à socialiser avec les gens. Au lieu de me dire, je veux juste apprendre à être bon socialement, je me suis dit, je veux maintenant être bon à regarder dans les yeux. Je veux être bon à créer le début de la relation. Je veux être bon à capter l'attention. Je veux être bon à raconter une histoire. En prise de parole, pareil, je faisais au début entre 5 à 10 conférences par semaine, même s'il y avait très peu de public, des fois même 2 personnes. Et je me disais, pendant toute la semaine, tu t'entraînes que sur un seul truc. Par exemple, les silences. Par exemple, les histoires. Par exemple,
serrer la main aux gens au début de la conférence. Et là, tu es capable d'apprendre. Et si tu cumules, je me focalise sur un détail et je me filme ou je m'écoute. Par exemple, quand j'allais voir des gens dans la rue, je m'enregistrais et je m'écoutais derrière. Et quand tu cumules les deux et qu'en plus, tu as des références de gens qui sont meilleurs que toi, ta courbe de progression, elle est dingue. Et c'est typiquement ce qu'ils font. J'ai un pote qui est dans le GIGN, enfin qui était dans le GIGN, et ils font énormément ça dans le sport de haut niveau, à l'armée, chez Google, parce que c'est le seul moyen de progresser de manière extrême. Bah, d'où j'ai envie de dire le succès du coaching, parce que de ce que tu me dis, c'est en fait ce que permet un coach, quoi. C'est ce de que te permet un donner bon du coach. feedback. Oui, ce que permet un bon coach. Bon, il y a 10 000 trucs encore qui me viennent. Il y a un truc que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à l'accomplissement d'un rêve, d'un projet. Par exemple, tu parlais d'un documentaire que tu as envie de faire sur Netflix. Bon, c'est pas encore arrivé. Est-ce que, du coup, tu as cette envie, est-ce que tu as quand même un plan pour le réaliser, tu vois, est-ce que, ou peut-être par rapport à un rêve que tu as eu avant, où tu pourrais me dire, bah voilà comment ça s'est passé, j'ai eu ce rêve, et donc j'ai mis en place cette stratégie, ou alors je me suis dit que j'allais d'abord faire ça, puis ça, tu vois, pour que les personnes qui ont peut-être l'impression qu'ils ont un rêve qui est trop grand, qui savent pas par où commencer, ils se rendent compte un peu de ton processus de réalisation de rêve ou d'objectif. Mais en fait, je m'applique cette matrice que je viens de décrire. Alors déjà, je me dis, qui moi je dois devenir pour que ce rêve il soit possible. Parce que on a trop tendance, et je vais y venir, c'est hyper important, à n'être que sur l'externe. Il me faut des ressources financières ou du réseau. Mais la réalité, c'est que si tu changes pas, toi en tant que personne, à la fois dans ton état d'esprit, mais aussi dans ce que tu es capable de faire, tes compétences, même dans le bon contexte, tu vas pas générer les opportunités. Donc souvent, je me dis, moi, j'ai besoin de devenir qui pour que ça soit possible. Si on prend le documentaire Netflix, donc je vais pas le faire d'ailleurs, je vais pas le faire un puis l'autre, hein, je le fais les deux en même temps. Donc si je pars sur l'externe, je me dis, moi, j'ai pas envie de le réaliser moi-même. Donc il me faut un excellent réalisateur. Mais dans ma vision, je veux être un producteur qui a une influence sur la partie artistique. Je veux pouvoir être en binôme avec lui, mais il lead. Mais ça veut dire que s'il est excellent, il y a de l'ego. Il n'y a pas de gens excellents sans ego. Ils peuvent gérer leur ego, mais il y a quand même un ego. Et donc, qui dit gérer quelqu'un qui est excellent, qui sait qu'il est excellent et qui a de l'ego, ça veut dire que moi, je dois avoir du leadership. Ça m'appartient de le bosser. Le leadership, c'est plusieurs choses. C'est être clair sur ce que je veux. C'est savoir dire non. Ces trucs-là, je peux les bosser au quotidien. Je peux savoir dire non à une personne de mon équipe. Je peux savoir dire non à ma famille. Je peux dire, bah non, cette année, je ne viens pas 7 jours à Noël, j'en viens que 4, alors que le code, c'est 7. Et embrasser le fait que ma famille puisse trouver que je suis pas bien. Mais c'est un vrai exercice petit, ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut être violent de se faire critiquer par sa famille, mais qui va m'entraîner à mon rêve. Et c'est ça la clé, c'est de me dire, j'ai besoin de devenir qui. Et là, on est en mode pratique délibérée, c'est-à-dire je me dis pas, ah, il faut que je fasse un documentaire cette année. Je me dis, cette année, dire non, ça va être mon truc. Après, ça peut être capable de m'exprimer. Si je veux avoir un côté artistique, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut l'articuler, il faut l'exprimer déjà de manière claire. Donc ça veut dire quoi être clair? Là, je peux redécouper et refaire ma roue. Être clair, c'est souvent, les gens clairs, ils ont des métaphores. Ça, c'est un muscle, les métaphores. Donc tu peux les trouver dans les films, ça peut être, moi là, je t'ai donné plein de métaphores scientifiques, je me nourris de ça, mais j'ai eu des phases où c'était plus les films, où ça peut être des analogies avec la nature. Les grands pédagogues, ils sont bourrés d'exemples. Perso, d'autres gens, de l'histoire, du futur, peu importe. Et donc, ça m'appartient de me dire, je vais bosser ma capacité à dire non, ma capacité à rendre pédagogique ce que j'ai envie de transmettre. Ça peut être, tiens, suivant, est-ce que s'il est très artistique, il n'est pas forcément très organisé, peut-être qu'il me faut une meilleure gestion du temps, une meilleure capacité de planification. Ou alors, si j'ai pas envie de bosser ça, il me faut quelqu'un qui va le faire. Donc potentiellement, et là c'est mon sujet du moment, tiens David, t'es incompétent ou pas assez compétent, ce qui est, on va dire que là aujourd'hui je me dirais que je suis à mi-chemin. Il me faut ma capacité à trouver, enfin déjà, donc je suis parti de la fin, je finis ma phrase. Le super réalisateur et le super gestionnaire de projet, faut que je les trouve. C'est bien de travailler avec eux, mais il faut que je les trouve. Donc les trouver, ça implique à nouveau plusieurs choses. Ça implique où est-ce qu'ils sont. Ça implique
quel est le meilleur process pour pouvoir les identifier, parce que je peux avoir, ça se trouve, 20 propositions. Parmi les 20, comment j'identifie ceux qui sont des beaux parleurs ou des belles parleuses, je ne sais pas comment on dit, mais qui en réalité, il n'y a rien derrière. Et ça, c'est une compétence. Compétence où il y a 2 ans, j'ai réalisé, en fait, David, t'es nul. T'es nul pour trouver, identifier, recruter, onboarder les bonnes personnes pour toi. Et ça, c'est une compétence. Et donc, l'avantage, c'est que si on regardait de manière un peu binaire, on pourrait se dire, bah, tiens, David n'avance pas sur son documentaire. Mais bah, j'avance sur ma capacité à dire non. J'avance sur ma capacité à clarifier déjà mon projet. Je veux qu'il y ait des études scientifiques dans ce documentaire. On a créé toute une base de données de peut-être 500 études scientifiques qui m'inspirent. D'où celles qui reviennent là forcément comme ça. On veut qu'il y ait du storytelling. Ben, on a une base de données peut-être de 200 études, 200 histoires historiques, Grèce antique ou récentes. J'ai besoin qu'on s'améliore en vidéo. Et ben du coup, nos interviews, on met les moyens en vidéo, au-delà de ce qui pourrait sembler rationnel, comme tu peux le voir autour de toi. Mais ça, c'est un exercice. Déjà pour que techniquement on soit à l'aise, pour que l'équipe soit pas intimidée, pour que moi je sois pas intimidé, pour qu'on ait découvert les erreurs intermédiaires. Ensuite, il y a comment je peux m'approcher de gens de cet univers-là. Producteurs, réalisateurs, techniciens, des gens qui ont joué dedans. D'où le fait que j'ai été sensible, tu vois, je t'ai parlé du storytelling. J'ai contacté immédiatement d'ailleurs, comment il s'appelle Lorenzo. J'ai vu storytelling, producteur, j'ai contacté. Et ça m'a pris 4 minutes entre le moment où je l'ai vu, j'ai vu storytelling et je lui ai écrit, tiens, et je lui ai donné le contexte. Ouais. Et je m'en moque si ça va pas se faire. Mais de ces 4 minutes-là, si ça se fait, ça va peut-être générer des opportunités. Et en fait, ça va en générer de manière certaine, parce que si ça ne se fait pas, 4 fois d'affilée, je vais me dire, ok, mon message n'est pas bon. J'ai pas la bonne approche. Donc, travaille ton message. Donc ça, et ça, c'est comme faire un puzzle. Moi, je suis très nul en puzzle, mais ce que j'ai appris le peu de fois où j'ai fait des puzzles, c'est qu'au début, tu te dis, mais comment je vais faire? Et tu avances, et il y a ce moment, je sais pas, il y a un moment dans le puzzle où tu sais que tu vas y arriver. Et c'est pas à la fin, en fait. Il y a un moment où je pense que dans ton esprit en tout cas, tu as géré suffisamment de chaos, il en reste, tu as pris confiance, et d'un coup, tu te dis, ok, je sais pas combien de temps ça va prendre, comment je vais faire, mais je sais. Mais le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là. C'est toujours la même chose. Tu as bougé des pièces, tu as essayé des choses, tu les as rassemblées. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est ranger une pièce en bordel. Au début, tu sais, tu rassembles des trucs, tu as l'impression de jamais avancer parce que tu regardes ta pièce 2 heures après. Si quelqu'un rentrait, il pourrait te dire, t'as pas avancé. Parce que tu vois, c'est un peu comme le décollage d'un avion. Tu as toute la force cinétique qui est mise, 80% de l'énergie qui est mise pour qu'en fait, il fasse quelques mètres. Et puis les 20% pour tout faire tout le reste, tu vois. Et ben c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire que tu mets beaucoup d'énergie pour peu de changements apparents, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est pareil, la courbe de finance de Warren Buffett, elle explose comme ça vers la fin de sa carrière. Et ben, c'est ça qui se passe. Donc moi, pour le documentaire, je vais me dire, c'est quoi les compétences intrinsèques, comment on appelle ça, d'ailleurs en recrutement, les soft skills, je sais pas comment on dit en français. Les soft skills, franchement, il n'y a pas de... On appelle ça parfois compétences sociales, mais non, c'est tout ce qui ne touche pas aux compétences très techniques, quoi. Voilà, donc c'est quoi les soft skills qui me manquent? C'est quoi les hard skills qui me manquent? C'est quoi le réseau qui me manque? C'est quoi les compétences que mes équipes ont besoin? Et ensuite, une à la fois. Ok. Alors, le temps passe, David, je ne sais pas quelle heure il est, je m'en fiche un peu, je l'avoue, je suis désolée pour les personnes qui nous entourent, mais il y a une dernière question, enfin plusieurs dernières questions, mais une grosse que j'avais envie de te poser, c'était de revenir à ton idéal de départ qui était, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête des meilleurs de ce monde, des personnes que tu admires. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à comprendre et peut-être, est-ce que tu peux nous partager les dénominateurs communs aux personnes qu'on admire tous et qui ont réussi selon la conception de la société de la réussite, ou en tout cas des personnes qui ont accompli des choses, qui sont épanouies dans ce qu'ils font. Quels sont un peu les dénominateurs communs de ces personnes-là? Ok. Pour répondre à ta question, et je pense que ça va t'aller, on va prendre les personnes qui ont comme paramètre
une réussite long terme, parce qu'il y a des one-shots, mais ça, tu peux avoir de la chance. Ouais. C'est dur d'avoir de la chance sur 40 ans de carrière ou sur 10 ans de carrière. Enfin, en tout cas, on a tous, comme dit Coluche, il disait, tous les artistes ont de la chance, mais il y en a qui n'étaient pas là quand elle est passée. Donc, en tout cas, c'est pas tout le monde qui est capable de saisir de la chance sur 40 ans. Et on va prendre pour paramètre que non seulement ils réussissent, mais ils sont heureux. Parce que t'as plein de gens qui cochent la réussite sociale, mais qui sont déprimés. Ouais. Donc, si on prend ces gens-là, ça va recouper avec beaucoup de choses que j'ai dites. Hein. Déjà, t'en trouveras pas qui réussissent sur 30 ans, qui font pas ce qu'ils aiment. Je veux dire, c'est pas possible. Tu vois, Darwin, son père lui disait, Charles Darwin, son père lui disait qu'il était nul scolairement et qu'il ferait rien. Aujourd'hui, c'est considéré comme un des plus grands scientifiques, alors qu'il n'a pas fait réellement d'études scientifiques. Mais Darwin, depuis petit, sa passion que ses parents ne comprenaient pas, c'est d'aller dehors et ramener des coquillages, ça va. Ramener des plantes, ça passe, mais ça peut faire beaucoup. Et aussi ramener des carcasses d'êtres vivants morts. Enfin, du coup, des carcasses d'animaux morts. Ça, c'est un peu moins sympa à la maison. Sa passion, depuis petit. Et c'est pas parce que c'était à la mode à la télé à l'époque. Il n'y a pas de télé, mais c'est pas parce que c'était à la mode. Sa passion, c'est comprendre l'origine de la vie. Son père essaye de tout faire pour qu'il fasse des grandes études. Et à un moment donné, il voit une affiche et on propose un tour du monde non rémunéré, dont les chances de mourir sont hyper élevées. Avec comme capitaine de bord quelqu'un d'extrêmement croyant radical. Et un voyage qui est hyper long, avec pas la possibilité de revenir si ça te plaît pas. Et lui, il a le mal de mer. Il accepte. Il va faire ça. Pourquoi ? Il ne sait pas exactement pourquoi. Les 2 premiers mois vont être horribles. Et pourtant, il va persévérer et continuer. Parce qu'en fait, ce voyage-là, la mission, c'est quoi ? Aller recueillir des espèces vivantes, animales ou végétales, et les ramener, alors je pense que c'est l'Angleterre, je sais plus quel pays c'est, peu importe, ou les États-Unis, je sais plus, et les ramener au pays pour essayer d'en comprendre leur origine. Il ne sait pas pourquoi, et il n'y a aucune étude qui dit qu'on peut faire ça. Et c'est dans ce voyage-là, où à un moment donné, puisqu'il passe son temps à collectionner des trucs, il va voir des coquillages qu'il a vus d'habitude à marée basse, en haut d'une montagne, et là il a un déclic, sachant qu'il faut remettre le contexte. À l'époque, la vie, c'est Dieu qui l'a créé le 7e jour ou le 8e jour. Hein. C'est ça le modèle de l'époque. Et du coup, de son capitaine de bord. Et là, il se dit, non mais attends, l'histoire de Dieu, elle marche pas. Parce que s'il y a des coquillages en haut d'une montagne, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu la Terre telle qu'elle existe. Dieu n'a pas créé la Terre en 7 jours, ou en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, c'est peut-être ça le truc d'ailleurs. Et c'est de là que va naître son fameux livre qui s'appelle Sapiens. Ah non, ça c'est Noval, enfin non, la théorie. C'est un truc, la théorie de la vie, ou je sais plus comment c'est on cuttera, on mettra le bon nom. Je sais plus. Quelqu'un connaît le nom de livre de Darwin. Et donc pourquoi je te parle de ça ? Attends, vas-y. Théorie de l'évolution, merci. Donc on coupera. Non, on coupera pas, ça fait partie. La théorie de l'évolution. C'est bien qu'on montre que je sache pas. Que je sais pas. Donc ouais, pourquoi je te parle de ça ? C'est que Charles Darwin, on pourrait se dire, putain, ce mec, il a été motivé, persévérant. Oui, mais c'est une conséquence. Il a toujours aimé ça. Einstein, scolairement, c'est pas incroyable. Il est bien sûr brillant, mais il n'est pas parmi les meilleurs. Ses parents s'inquiètent scolairement. Depuis petit, il joue avec des aimants. Et ça le fascine. Comment ça se fait que 2 éléments séparés physiquement puissent avoir une influence sur l'autre, l'un sur l'autre ? En fait, les forces magnétiques le fascinent. Marie Curie passe devant un laboratoire, elle voit de la chimie, elle se dit « Waouh, c'est incroyable !» Petite. Et en réalité, depuis petit, on a des passions. On veut pas les reconnaître parce qu'on les juge, parce que la société les juge. Parce que la société dit qu'on ne peut pas vivre, quand t'es né dans une famille d'avocats, on ne peut pas vivre en tant qu'artiste. Et parce qu'on accepte ça. Donc, premier ingrédient, du coup j'en donne 2 au passage, ce que j'observe chez les gens que j'interviewe, qui me fascine, c'est ils font ce qu'ils aiment. Mais le plus gros de ça,
c'est leur croyance. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade comment, encore une fois, avec la même enfance, la même histoire que leurs cousins, des fois que leurs jumeaux. J'ai une jumelle. Je sais, c'est pour ça que je prends l'exemple. Tu l'as dit en intro. Enfin, tu l'as dit hors caméra. Euh, Ils ont une vie différente. Ils ont une vie différente et comment à un moment donné ils vont s'autoriser à se dire c'est ok, c'est possible pour moi. Je vais être la première femme justement à faire ça. Je vais faire ce truc là. Enfin, le paradigme mental, le modèle du monde que la personne a, c'est l'élément le plus prédictible de la réussite de quelqu'un. Je te parlais tout à l'heure de l'étude sur les stéréotypes. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui, peu importe qu'on leur rappelle qu'il y a un stéréotype et qui pourtant ne sont pas influencés, d'ailleurs même certains d'entre eux, motivés par ça. C'est ce que Carol Dweck, qui est pareil, une femme que j'admire énormément, qui a popularisé donc, avec son livre Mindset, la notion de mindset de croissance. Ce qu'elle montre, c'est quoi? C'est que ce qui est le plus prédictible de la réussite de quelqu'un, c'est son rapport à l'échec, à la critique, au regard des autres. Là où la majorité des gens, dont moi je faisais partie, un échec veut dire que je suis nul. Avoir une critique implique que je ne vaux rien ou que je ne suis pas à la hauteur. Dans la personne qui a un mindset de croissance, ou en anglais growth mindset, ça veut dire que c'est une opportunité d'apprendre. Ça me montre que j'ai encore potentiellement à travailler. C'est une opportunité de prouver que les gens ont tort. Et en tout cas, ça ne me définit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que face au même événement, la personne qui est en mindset limité va avoir tendance à perdre la motivation, va avoir tendance, si on prend sur les enfants par exemple, à dire « Ah, j'ai pas aimé l'activité ». Là où l'enfant qui a un mindset de croissance, dans l'adversité, il va dire que il a aimé ça, il a envie de continuer, il a tendance à persévérer plus longtemps et forcément avoir un score qui est plus élevé. Donc souvent, on voit la fin de l'histoire en disant « Tiens, ils ont réussi », mais on ne se rend pas compte en amont que la personne qui a ce mindset-là, pour qui l'échec, la critique ou l'erreur ne la définit pas, bah du coup, lui permet d'essayer beaucoup plus souvent. Lui permet, comme Einstein, on parle de son dernier… À chaque fois, je ne sais pas comment on dit travail ou travaux. Un travaux. Son dernier travail, pour moi. Ouais, mais son dernier travail de recherche. Son dernier travail, mais je crois qu'on dit qu'il a publié des travaux. Je sais pas. La dernière publication. Ouais, la dernière publication. On parle de la dernière publication qui est donc la relativité, mais en fait, Einstein a un record de publications qui ont été trouvées ridicules. Jeff Bezos le dit lui-même. Le secret d'Amazon, c'est le nombre, ils appellent ça l'expérimentation délibérée, c'est le nombre d'expériences qu'ils font. Wall-E, le film, qui a été un des plus grands best-sellers du cinéma, ils ont créé, je crois, 100 000 storyboards. C'est des gros malades. Et donc, mais encore une fois, souvent, et ça c'est avant comme ça que je le voyais, et c'est pour ça que Carol Dweck, c'est hyper intéressant. Souvent, on arrêtait la réussite, ils ont persévéré. Mais ce que j'adore avec Carol Dweck, c'est qu'en fait, c'est pas la racine. Persévérer, c'est la conséquence. Parce que sinon, tu te dis, il faut que je persévère. Mais en fait, pourquoi ils persévèrent? Parce que c'est un projet qui a du sens et qu'ils aiment. Et qu'ils ont un modèle de croyance qui fait qu'échouer veut juste dire continue, forme-toi, apprends, entoure-toi. Ils persévèrent pas parce qu'ils sont plus persévérants. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que ça a du sens et parce qu'ils ont un rapport différent à l'échec. La bonne nouvelle, et on pourrait continuer, c'est que pour ceux qui auraient, comme moi, un mindset tellement limité à l'époque où je t'aurais dit « Ouais, mais du coup, il y en a qui naissent avec un mindset de croissance », la bonne nouvelle de la recherche de Carol Dweck, c'est que exactement comme le chien à qui on a pu apprendre que quand la cloche sonne, il fallait qu'il bave, ou l'éléphant à ne pas s'essayer de se débattre quand il a une chaîne, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre ce qu'on a appris. L'impuissance apprise, c'est pas quelque chose d'immuable et de définitif, en tout cas pour l'être humain. Enfin, en fait, pour l'animal, ça n'est pas immuable, mais l'animal va avoir besoin de l'homme pour désapprendre, là où l'être humain, ça ira plus facilement avec un être humain, mais à la possibilité… Parce que qu'est-ce que fait un dictateur quand il veut bloquer un peuple? Pourquoi il arrête
Et pourquoi ils brûlent les bouquins? Pourquoi ils bloquent la culture? Pour une seule raison. Parce que la culture te fait te poser des questions. Et l'arme la plus incroyable qu'a l'être humain pour changer des choses dans le monde, mais moi, mon sujet, je te parlais tout à l'heure de féminisme, c'est pas ma cause, parce que ma cause, c'est l'individu. À la limite, je suis pour que les femmes se libèrent individuellement. C'est ça qui me touche, moi. L'être humain se libère quand il commence à poser des questions. C'est pour ça que les dictateurs veulent pas des êtres humains qui se posent des questions. C'est quand tu commences à te dire, pourquoi pas moi? Et si c'était possible? Et si on allait sur Mars? Et si j'étais la première femme? En fait, c'est prouvé. C'est pour ça d'ailleurs que les plus grands formateurs, ils te posent plus de questions qu'ils ne t'affirment des choses. Les deux meilleurs outils d'un communicant, c'est les histoires et les questions. C'est pour ça que j'adore les podcasts, il y a les deux. Ça, c'est les deux. Et donc, moi d'ailleurs, une des questions qui a changé ma vie, ça a été quelqu'un qui m'a dit, David, comment tu sais que tu es timide? Elle était incroyable, cette question. Parce qu'en fait, j'avais pas de réponse à ça. La seule réponse, c'est on me l'a dit, on me l'a dit, j'ai l'impression de l'être, je crois que je le pas fait suis, de donc concours, je le suis, j'ai quoi. pas un diplôme. De timide, j'ai expert timide. Je suis pas champion du monde de la timidité, non, c'est moi qui ai accepté ce truc. Et en fait, et si j'étais confiant? Et de ça naît, où est-ce que je suis confiant? Tiens, il y a des fois où je suis confiant. Ah, donc je suis pas timide alors si des fois je suis confiant. Et est-ce que je pourrais l'être plus? Et ça change une vie, tu vois. Enfin voilà, donc faire ce que t'aimes. Faire quelque chose qui a du sens pour toi et pour les autres. Qui va apporter aux autres souvent, qui va contribuer aux autres. Avoir un état d'esprit où l'échec, l'erreur et la critique deviennent ressources. Pas forcément agréables, mais deviennent ressources, te motivent. Et le voir comme une source d'énergie. Et encore une fois, je me rappelle une petite fille de 12 ans qui vient me voir. Elle était venue avec sa maman dans une conférence. Elle vient me voir et elle me fait toute stressée. Elle me dit mes copines à l'école, elles se moquent de moi. Et du coup, à cause de ça, j'arrive pas à être heureuse et j'arrive pas à réussir. Et je vais pas réussir dans ma vie. Et donc, je l'écoute et je lui fais c'est qui t'inspire? Donc, question rien à voir. Hein. Elle me dit, comment c'est ma chérie, les noms, Harry Potter. Hermione? Oui, mais Hermione du coup, Granger? l'actrice. Emma Watson. Emma Watson. Je lui dis, donc c'est qui t'inspire? Elle me parle d'Emma Watson, ses yeux, ils se mettent à briller. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'inspire chez Emma Watson? Alors elle me raconte, je me souviens plus des détails. Et là, je lui fais, je peux te poser une question? Elle me dit, oui, oui. Et je lui dis, Emma Watson, à ton avis, est-ce qu'elle a été plus critiquée ou moins critiquée que la majorité des petites filles ou des filles sur cette terre? Et là, elle me regarde, elle me fait, plus critiquée. Et je lui dis, et donc, toi, le fait que tes copines, elles te critiquent, ça veut dire quoi? Et j'adore ce moment. Le moment où elle s'arrête, elle me regarde, je vois que ça processe dans sa tête, et elle me dit, donc, je suis comme Emma Watson, c'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que t'en penses? Et elle est passée de ça, la critique, c'est un problème, à un grand sourire, les yeux illuminés, et je lui dis, là, tu penses que tu vas réussir? Et elle me dit, ouais, je suis comme Emma Watson. Je dis, c'est ça. Et là, tu vois, en 4 minutes, on est passé de fixed mindset, l'échec est un problème, la critique est un problème, à au moins une graine, un début, un premier chemin neuronal qui s'est créé de l'échec peut être, la critique dans le cas présent, peut être une ressource. Et ça, c'est magnifique. D'ailleurs, Stanford a fait des études là-dessus chez les enfants. Le simple fait d'éduquer les enfants sur le fait de leur dire, vous savez, mes petits bouts de chou, quand c'est dur et que c'est challengeant, en réalité, votre cerveau, il croît dans le sens croissance. Et donc, du coup, la prochaine fois que vous aurez peur en parlant en public, rappelez-vous, ça veut dire que vous êtes en croissance. Le simple fait d'éduquer plusieurs fois les enfants en leur disant inconfort égale croissance, ils voient les enfants développer leur mindset de croissance et avoir plus de courage. Donc ça, c'est pas Carol Dweck, c'est une autre chercheuse qui a étudié sur le courage. Et elle montre justement, j'aime beaucoup le courage parce que la perception de la confiance, c'est de penser que avoir confiance, c'est agir sans peur. Et j'aime bien le courage, c'est agir malgré la peur. Ouais, avoir peur, mais y aller quand même. Voilà, exactement. Et souvent,
Ce qui fait que t'y vas malgré la peur, c'est que tu te dis, comme moi quand il s'agissait d'aborder une nana ou ma chérie, c'était de me dire, ça peut faire mal, mais ça va me faire grandir. Et donc, ils font ce qu'ils aiment. Il y a du sens dans leur vie, ils ont un mindset de croissance. Et franchement, ils bossent. Et ils sont bien entourés. Et ils font souvent de la pratique délibérée, comme je disais. Une partie d'entre eux. Ok, bon, on a 6 bons ingrédients. Tu as parlé de Carol Dweck et du livre Mindset que j'ai lu, que j'ai plusieurs fois recommandé sur ce podcast. Il est trop bien. Est-ce que tu peux nous conseiller d'autres livres qui ont changé ta vie ou que tu offrirais peut-être à cette petite fille de 12 ans dont tu nous as parlé? Waouh. Bah franchement, Mindset, je lui offrirais. Tu vois, j'ai pensé à l'offrir à toutes les personnes, l'inclure dans l'onboarding de mes équipes. Parce que en tant que manager, moi j'ai envie de pouvoir leur dire, écoute, t'es nul parfois. Comme je leur dis, tu vois, je te l'ai dit plusieurs fois en podcast, et j'ai envie de créer une culture où on peut dire je suis bon, je suis nul, et que ça soit cool, tu vois, qu'on arrête de sacraliser, ouais. Donc je me suis dit, je vais leur offrir ça pour qu'ils comprennent que quand je leur dis là t'es bon, là t'es pas bon, c'est un acte d'amour et c'est pas il y a un problème et tu vas être licencié, c'est non, opportunité de croissance. Et moi c'est d'ailleurs en tant que chef d'entreprise, franchement, voir mes équipes grandir, c'est incroyable parce que c'est magnifique de voir mes clients grandir. Mais là, du coup, je les vois au quotidien. Je sais pas, quand je vois Timmy en 4 ans, comment c'est pas la même personne, c'est un truc de malade. Donc ouais, mindset. Oh, c'est trop dur. À 12 ans. À 12 ans, si elle a pas confiance en elle, il y a un livre, je crois, qui s'appelle Trembler mais oser, d'une nana qui est décédée. Suzanne, quelque chose peut-être. Je mettrai les notes. Ouais. Attends. Et qui montre, en fait, c'est une thérapeute, elle montre que le simple fait de créer des groupes de gens qui voient en fait qu'ils sont pas seuls. Parce alors je me souviens plus le nom du biais cognitif. Il y a un biais cognitif dans le cerveau qui est que quand tu souffres de quelque, en fait, vu on présente un masque social. Le problème quand tu es timide ou quoi, c'est que tu ne te rends pas compte qu'il y a d'autres gens dans ta classe ou dans ton bureau ou en open space qui souffrent de la même chose que toi. Parce que tout le monde porte un masque. Et donc, tu as un syndrome comme ça qui est que souvent, c'est ce qui fait par exemple que dans des situations un peu catastrophes où plein de gens sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, vont pas s'exprimer. Parce que vu que personne ose s'exprimer, et voyant les autres ne pas s'exprimer, se disent bah du coup faut pas le faire. Il y a un tabou, ouais. Et du coup en fait tu te rends compte à la fin que 80% des gens étaient d'accord, mais ils l'ont pas dit. Et donc bah là elle montre que le simple fait de mettre des timides et que chacun puisse dire en fait moi aussi j'ai peur, et ben la pression elle part. Donc ouais, c'est hyper intéressant pour un peu lâcher la pression sociale qu'il y a à performer. Parce que c'est un paradoxe. Moi, souvent, j'aide les gens à mieux performer, à la fois en mettant des outils de performance, t'as bien compris, j'aimais ça, mais aussi en lâchant la pression à performer. En disant, écoute, c'est quoi les avantages si t'es 4e? Ah ben, bon, ça vient pas tout de suite, hein, mais il faut creuser, mais ben, j'aurais moins de pression médiatique, moins de jaloux, moins de jaloux. Et en fait, tu vois, ouais. ça... Peut-être ma sœur qui justement se compare tout le temps à moi, qui se dira ah bah tiens, il peut se tromper. Ça veut pas dire que je vais lui demander de viser 4e, mais d'un coup, c'est moins premier, tout est parfait, et 4e, tout est horrible. Je fais pareil pour les gens qui me disent ah je vais être millionnaire. Je leur dis ok, c'est quoi l'inconvénient? C'est quoi l'inconvénient si t'as 1 million? Bah il n'y en a pas, David. Bah je dis c'est que t'es pas au courant parce qu'il y en a. Et bah, ta famille va te demander de l'argent, tu vas avoir besoin de dire non. C'est beaucoup plus facile d'avoir peur de perdre de l'argent quand on a que quand on n'a pas. Enfin, et du coup, je les aide à être plus cool sur leur objectif. Ok, et est-ce qu'il y a un dernier livre peut-être que tu offrirais à des étudiants qui sortent d'études, qui doutent d'eux, et tu leur dirais écoute, lis ce livre et ça, à mon avis, ça peut t'aider quand même à aller dans la bonne direction. Tu parlais de biographie, je me dis il y a peut-être une biographie à conseiller. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs conseillent généralement des biographies et je crois que j'en ai. Si, j'ai lu L'Art de la Victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Je recommande, très bon livre. Voilà, sans faire. Ah, tu me l'as volé. Non mais écoute, si on a déjà Mindset et Trembler mais oser, c'est pas mal. Et puis bon, les études que tu as citées à l'occasion,
On pourra les mettre dans la description pour que les gens qui sont intéressés puissent aller les voir aussi. C'est très dur les bouquins parce que je trouve que c'est très perso un bouquin en fait. Dans le sens où, tu vois, dans le sens, les bouquins que je lis aujourd'hui, je sais pas si je me les conseillerais il y a 10 ans. Ah ouais? Moi, perso, Mindset de Carol Dweck, je le Oui, conseillerais à tout le monde, tu vois. oui, oui, bien sûr. Hmm. T'as le droit à un joker, ça peut être une vidéo. Non, 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 mais en fait, j'en ai plein qui me passent en tête. J'essaie de. Alors, un qui est tout simple, c'est pas incroyable comme bouquin, c'est un bouquin de Seth Godin qui s'appelle The Deep, un truc comme ça. Le Deep, je sais plus. Je sais pas, il illustre de manière assez métaphorique cette traversée du désert. Je pense que ça peut aider des gens. Ouais. Et Ah. comment en sortir ou comment l'accepter? Ouais, mais le simple fait de le conscientiser, de comprendre que ça fait partie d'un Ouais. processus normal et qu'il n'y a pas un problème, ça c'est riche. Euh, Il y a, si, bah ouais, si, il est trop bien. Euh, un bouquin de Ryan Holiday qui s'appelle The Obstacle is the Way, qui est très très bien. J'adore cet auteur. Euh, bon, en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup sur le business, hein, donc. Ça me peut Hmm. intéresser aussi, hein. Alors, sur le business, moi j'ai adoré là récemment, enfin récemment, pas récemment du coup, No Rules Rules, j'ai eu la chance en plus d'interviewer la co-auteure, donc c'est la co-auteure avec Reed Hastings, le fondateur de LinkedIn? Netflix. Netflix, oui. Ouais. Et j'adore parce que moi j'aime beaucoup les choses qui sortent du standard. Tu vois, tout ce que j'ai essayé de te partager, j'aime bien casser la vision un peu classique du. Et Netflix, ils sont trop forts pour casser les codes du management. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je dis pas que je veux tout prendre du bouquin, mais j'aime bien les bouquins qui, justement, C'est un peu transgressif. transgressifs. Et du coup, je m'arrête à plein de fois dans le bouquin en me disant. Et qui me font vraiment réfléchir, tu vois. Plutôt que le bouquin où je lis, je me dis ok, 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 Hmm. ok, on est d'accord, tu vois. Hmm. Ok, bah Ah, génial. Je mettrai tous ces livres dans la description du podcast. J'ai deux dernières questions pour toi, vas-y. David. Si tu pouvais entendre une personne au micro d'InPower, soit que peut-être tu n'as encore jamais rencontré, peut-être aller, du coup ça va être deux en un, une personne que tu n'as jamais rencontrée que tu aimerais écouter, et une personne que tu as rencontrée, que tu trouves hyper inspirante et que bah, tu aurais envie de faire découvrir aux personnes qui nous écoutent. Hmm. Tu fais français ou anglais ou les deux? Je peux faire les deux. Bah, je te souhaiterais d'avoir Oprah, ça serait. Ah non, je te Ouais. souhaiterais d'avoir Michelle Obama. Ok, it's a deal. Ça serait Non, génial. Ouais. elle est badass. Et on a commencé avec Julie, ma chérie, le début de son documentaire. Becoming. Ouais, elle est Hmm. super inspirante. C'est pas facile d'être la femme d'un président comme ça, Ouais. Amérique, des Et de se États-Unis. faire un nom par elle-même. Ouais, ouais, non, et elle a ce truc, elle est très bonne relationnellement. Franchement, elle est hyper forte pour se faire aimer. C'est vrai. Et pour agir aussi. Ouais, mais pas que. C'est une sacrée storytelleuse. Tu vois, Ouais. je te parlais tout à l'heure de leadership. Enfin, son Ce mari et couple, elle, ouais. les deux. Parce que c'est ça qui est fort dans le storytelling, si tu n'en rends pas compte, mais c'est une machine de guerre. Moi, j'analyse ça avec forcément mon prisme. Elle est très, 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 très forte. Mais oui, bien sûr, dans ses actions. Mais il y a beaucoup de gens qui agissent, qui ont un millième sa notoriété, C'est vrai. parce qu'ils savent pas en parler. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, Michelle Obama, génial. Et en personne que tu as rencontrée et que tu te dis, ah ouais, cette personne-là, elle a des choses à apporter. Alors, je vais te prendre une vieille interview qui me vient, mais qui nous avait bien secoué. Et en plus, je pense que ça bousculerait des personnes dans ton audience. On a fait une interview au Canada de quelqu'un qui s'appelle euh, Jean Béliveau. Il a fait un tour du monde de 11 ans à pied. Et son histoire est assez dingue. Je vais pas te donner l'histoire parce qu'elle est à découvrir, mais je vais juste donner le début. Euh,
Donc, il est entrepreneur, à ce moment-là, dépressif. Et un matin, sa femme le regarde, elle lui dit, t'es bizarre. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Et elle lui dit, bon, bah, il faut que je te dise quelque chose. Elle dit, bah, vas-y, dis-moi, quoi. Et ben, je pars. Il dit, bah, tu pars, tu fais quoi, quoi? Et il dit, ben, je pars marcher. Et il dit, d'accord, et où et combien de temps? Et ben, ça va prendre entre 10 et 13 ans. Et je pars demain, ou dans une semaine. Un truc comme ça. Et Pas il le lui truc, fait, génial. mais je pars avec toi ou... Et je dis, ben non. Et il lui dit, mais c'est quoi sachant que ils ont 2 enfants, et je crois qu'elle est enceinte du troisième. Et, et en plus, j'ai interviewé le couple en même temps, donc c'était très drôle. Ils sont encore ensemble du coup. Ils étaient encore ensemble en tout cas. Je sais pas aujourd'hui. Et c'était. Enfin voilà, c'est incroyable. Et donc elle lui dit, mais comment ça se passe? On se quitte? Il dit, non, mais on peut rester ensemble. Et elle lui dit, bon, écoute, moi je te promets pas de rester avec toi, mais on va réfléchir. Et elle lui dit, bon, je vais tester de rester avec toi. Le deal, c'est qu'on se voit au moins une fois par mois, une fois par an. Et le deal, c'est que si tu marches comme ça, donc c'est tour du monde à pied, c'est que tu marches pour un message. Et donc, ils vont décider un message ensemble, qui est un message de paix. Et ce qui est un truc de dingue, c'est que, bon, lui, tout le début de l'interview, tu te dis, mais c'est le pire gros con. Mais ce qui est marrant, c'est que elle va franchement, à la fin de l'interview, tu sais pas qui est le plus inspirant. Parce que elle va contacter Mandela, lui ouvrir des pays, parce que lui, il marche, et c'est incroyable ce qu'il vit, hein. Il marche sans argent, etc. En plus, bah, il se retrouve toujours chez l'habitant, donc il se retrouve chez des gens en Afrique qui battent leurs femmes, il assiste à ça, s'il fait quelque chose, c'est culte. Enfin, c'est un truc de malade. Je vais pas dire plus. Ok, Et il lui génial. arrive des histoires sentimentales, mais je vais pas raconter. Et donc c'était assez intéressant d'interviewer l'homme et la femme et de voir leur histoire et l'humanité qui se dégage. Ok, bah ça me donne envie d'en savoir plus. On en reparlera après l'interview. Et du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Pour moi, c'est une phrase que je me répète souvent. Pour moi, prendre le pouvoir sur ma vie, c'est que les murmures de l'intérieur, ils soient plus forts et plus grands que tous les murmures de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui m'inspire et ce que j'ai envie de réaliser soit plus fort que ce que ma famille peut penser, ce que les gens peuvent penser, ce que la société peut penser. Et que si j'ai un rêve qui m'inspire, d'avoir le courage d'y aller, peu importe si ça implique que toute ma famille puisse penser que c'est nul ou qu'ils aient envie de me rejeter. Parce qu'au dernier jour de ma vie, et même dans le présent, la seule chose qui compte pour moi, c'est de me regarder dans les yeux et me dire justement que voilà, je veux me regarder dans les yeux. Ou alors, autre version, regarder mes enfants dans les yeux. Et leur dire, voilà, papa, il n'a pas tout réussi. Et il n'a pas tout tenté non plus. Il a plein de fois douté. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait pour me créer la vie qui m'inspire et suivre mon cœur. Et j'ai tout fait pour me donner le moins possible de limites et vivre une vie qui m'inspire. Et si c'était mes enfants, je leur dirais, ben, je vous souhaite pareil. Et si je suis face à moi devant un miroir, et ben, je me dirais juste merci. Génial. Merci beaucoup, David, pour cette conversation extrêmement inspirante. Pour toutes les personnes qui sont encore là, et je pense qu'ils seront beaucoup, n'hésitez pas à envoyer un petit message à David pour le remercier. Je ne sais pas si on peut te contacter par email, par DM, par LinkedIn. Quel est le meilleur moyen pour te retrouver de manière générale? Bah, on peut me voir sur YouTube, Insta, LinkedIn, en fonction de ce qui intéresse plus. Ok, génial. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, j'espère à très vite, David. Avec plaisir. Au revoir.